Bienvenue dans ce nouvel épisode des Nanarchistes, l'émission qui tente de défendre l'indéfendable. Comme vous le savez sans doute, Pacific Rim vient de sortir. Non, je ne vais pas vous parler du film de Guillermo del Toro, qui n'est pas un nanar a priori, mais je vais vous parler de Atlantic Rim. Atlantic Rim est une production du studio Asylum, à qui on doit pas mal de gros nanars. C'est-à-dire que c'est un studio qui produit des mockbusters. En gros, il profite de la sortie d'un blockbuster au cinéma pour faire une version cheap, vite fait, directement en DVD et profiter de la promo que fera le film au cinéma. Vous allez voir que parfois on peut confondre l'original et la copie, si on fait pas gaffe. Par exemple, quand King Kong de Peter Jackson est sorti, Asylum a fait King of the Lost World. Et pareil pour La Guerre des Mondes, War of the World de Spielberg, et sa copie La Guerre des Mondes, H.G. Wells' War of the World, en VO pour rappeler que c'est adapté du bouquin. Et sa suite, Final Invasion. Oui, parce qu'il faut savoir que chez Asylum, quand un film marche, on en fait aussitôt une suite, forcément. Allez, en speed et en zappant quelques-uns parce que les bougres sont hyper productifs, on a eu The Da Vinci Treasure pour The Da Vinci Code, Pirates of the Treasure Island pour Pirates des Caraïbes, Snakes on a Train pour Snakes on a Plane, qui est déjà en soi un nanar, The Hitchhiker pour The Hitcher, Universal Soldiers pour le génial Universal Soldier, et ses suites un peu nulles, ce qui a pu donner l'idée de faire Universal Soldier Regeneration un peu après. Enfin bon, j'aurais beaucoup à dire sur la saga Universal Soldier. Transmorphers pour Transformers, I Am Omega avec Mark Dacascos pour I Am Legend avec Will Smith, Sunday School Musical pour High School Musical, Death Racers pour Death Race, le remake du superbe Death Race 2000, Voyage au centre de la Terre pour Voyage au centre de la Terre, là ils se sont pas foulés pour le titre, même si vu l'affiche, le public visé n'est pas exactement le même. The Terminators au moment de la sortie de Terminator Salvation, Paranormal Entity et ses suites pour Paranormal Activity et ses suites. En même temps, c'est peut-être pas pire que celui avec Norman. La princesse et le poney, Princess and the Pony, pour La princesse et la grenouille de Disney. La princesse et le poney, ça sonne film un peu chelou, non? Almighty Thor pour Thor. Abraham Lincoln contre les zombies pour Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ou encore Hansel et Gretel pour Hansel et Gretel Witch Hunters. Oui, ça en fait un paquet et encore j'en ai zappé beaucoup. On leur doit aussi quelques créations originales et cultes, mine de rien, comme la série des Mega Sharks et Sharknado qui vient de sortir. Ces mecs sont des génies et leur production une vraie mine d'or pour tout amateur de nanar. Revenons à ce qui nous intéresse, Atlantic Rim, la contrefaçon de Pacific Rim. Le film est réalisé par Jared Cohn, qui joue également dans le film, comme on verra plus tard, et à qui on doit Underground Lizard People ou encore 12-12-12, dont une suite 13-13-13 est d'ailleurs en chantier. Oui, 13-13-13, parce qu'en fait c'est basé sur le calendrier Maya où il y aurait 13 mois d'après le film, enfin bon. Ils se débrouillent comme ils peuvent pour que ce soit crédible. Comme le film dont il s'inspire très légèrement, Atlantic Rim est une histoire de gros monstres venus de la mer et de robots géants créés pour défendre la population. Allez, c'est parti. On commence directement le film sur une plateforme pétrolière avec une marée noire mal faite. Ouais, même les effets spéciaux fixes sont mal incrustés. Ça annonce la couleur. Un sous-marin descend donc voir d'où sort le pétrole et est piloté par 2 mannequins, forcément. Donc pour l'instant, on a vu 4 personnages, dont 3 filles super mignonnes. Franchement, c'est quoi cette plateforme pétrolière? Elle appartient à une agence de mannequins, c'est un truc expérimental, parce que perso, des plateformes pétrolières, j'en ai déjà vu. Il y a que des mecs dessus, normalement. Déjà, là, on sait qu'on est super loin dans le réalisme. Faites bien attention là au sonar du sous-marin qui doit être très précis et simple à utiliser puisqu'il couvre la terre entière et est centré sur la mer Rouge. Tout à fait normal. Allez, jeu d'actrice, acteur studio, la panique. Allez les filles. La plateforme tremble, le mec décide d'évacuer en hélico et là... Ouais. Non, c'est même pas la même plateforme qu'au début du film. On se croirait revenu dans les années 90 avec des effets spéciaux 3D tout pourris. Le monstre attaque, fait tout exploser, et on coupe le plan juste avant de devoir animer des débris, parce que ça coûte cher des débris à animer. Et c'est un film à petit budget. Voilà, c'était l'intro du film, je pense qu'on peut s'arrêter là, on a tous compris, je vais y aller. Ok, bon bah je vais continuer le film alors. Mais pourquoi? Bon, ensuite on arrive dans un défilé genre Gay Pride, et cette séquence n'apporte rien au film pour l'instant, puisqu'on arrive ensuite dans une base navale remplie de véhicules en 3D mal faits, et avec l'Indien de Danse avec les loups. Bon, après notre ami l'Indien de Danse avec les loups arrive dans une salle que la production a dû emprunter à un lycée pendant la récré, et où il retrouve des experts, dont encore une fille super mignonne forcément, qui se penchent sur le sujet des plateformes pétrolières qui disparaissent et des trucs chelous qui arrivent en mer. Et j'aime beaucoup cet acteur qui ne force pas du tout sa voix pour avoir une grosse voix. Du coup, ils discutent ensemble et décident de lancer le projet top secret avec le classique du film d'action, le pilote tête brûlée qui désobéit tout le temps, mais c'est le meilleur qu'on ait, alors on le prend quand même. On retrouve donc notre héros pilote tête brûlée qui désobéit tout le temps, mais c'est le meilleur qu'on ait, alors on regarde quand même. À la Gay Pride. Oui, j'ai décidé que c'était la Gay Pride et pas le carnaval de la Nouvelle-Orléans comme on pourrait le penser. Et de toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo et ce film est déjà à chier.
Je disais donc qu'on le retrouve à la Gay Pride bourré au lieu de s'entraîner. Et pour montrer qu'il est vraiment badass, il se bat avec des mecs croisés au hasard dans la rue et montre en même temps qu'il a la classe. Et comme vous le voyez, l'acteur a aussi vachement de charisme. Ça doit être le frère du producteur. Ensuite, mise en place des personnages, blablabla, actrice mignonne qui joue mal, blablabla. Puis on découvre ce pourquoi on regarde le film, les robots géants en 3D. Oui, c'est très moche. Et nos amis, les trois héros du film, Red, Jim et Tracy, qui se dirigent vers leur monture dans des combinaisons de plongée ridicules. Oui, on est loin des armures de Pacific Rim là quand même. Et ces plans sont super longs. Super longs. Nos héros prennent ensuite place dans leur robot géant en carton dont le cockpit rappelle un peu les Bioman et autres Power Rangers quand même. Mais en encore plus cheap quoi. Oui, ces plans en 3D sont immondes et j'ai vérifié, ce n'est pas la copie de travail avant effets spéciaux, c'est bien le film tel qu'il est sorti. On notera aussi niveau sécurité que les pilotes sont juste assis, sans dossier ni ceinture, ce qui est tout à fait normal dans ce genre d'engin. Bon là on les balance au fond de la mer, normal. A noter qu'il y a 4 personnes au centre de contrôle pour s'occuper de 3 robots géants. Petit budget. Sous l'eau, ils trouvent un cimetière de bateaux, si on en croit ce qu'ils disent, puisque le spectateur, lui, ne voit rien. Oui, c'est juste les personnages qui racontent ce qui se passe. Petit budget. Bref, les scientifiques se demandent ce qui a pu se passer pendant que quelque chose approche de nos 3 robots géants. Du coup, ils décident d'aller voir ce que c'est, forcément. Ça peut pas être dangereux, un truc au fond de la mer, 200 mètres de long, au milieu d'un cimetière de bateaux, qu'on coulait, on sait pas pourquoi. Au moment où ils vont attraper la bestiole qu'ils ont croisée, l'Indien, qui fait exprès de mal jouer tellement il a pas envie d'être là, décide d'arrêter les robots. Parce qu'en fait, il veut pas que les gens qui sont sur la côte voient qu'il y a des robots géants qui se baladent. Mais ça le dérange pas qu'il y ait des monstres géants qui arrivent sur la plage. Donc il y a quand même un des robots, celui de Red, qui ne s'arrête pas et qui part vers la côte à la poursuite du monstre. Puis on a plein de stock shots de l'armée, du film de vacances du réalisateur, un plan de cul. On devrait mettre plus souvent des plans de cul comme ça. Puis le robot arrive sur la plage et les gens n'ont pas peur de voir un robot géant devant eux. Ils prennent des photos et font des yeah! Recognize robot. You need to evacuate the beach now. Get off the beach. Par contre, quand le monstre débarque, ça galope là. On voit l'armée préparer des avions, des camions, et 5 militaires, dont une fois de plus une majorité de femmes, tirent sur le monstre, de loin, avec des armes de merde. Non mais sérieux, ils veulent faire quoi là? On voit des cadavres sur la plage, alors que le monstre est encore dans l'eau. Du coup, je soupçonne nos amis militaires de mal viser. Puis le monstre arrive sur eux, je sais pas comment, et on voit juste un bras avec un peu de sang. Petit budget. Grosse baston entre le robot et le monstre, et le mec dans le robot détruit quand même un hôtel et fait juste oups. Bah ça va, c'est pas comme si t'avais tué des centaines de personnes, connard. L'armée envoie ensuite des avions, dont un piloté par le réalisateur qui joue mal lui-même. Sauf qu'ils n'ont pas le même équipement entre les plans du film et les plans de l'armée. Mais ça apparemment sur le tournage ça a choqué personne. Bon, le monstre est tué, tout le monde fait youhou. Fin. Voilà, je peux y aller. Ah c'est bon, je sais, il reste encore 1 heure. Bon, on retrouve nos 3 amis dans les rues, sans leur combinaison. Ils avaient les fringues en dessous, ou ils avaient une cabine pour se changer dans le robot, je sais pas. Bref, les rues sont pleines de cadavres, et Red raconte à Jim et Tracy la scène qu'on vient de voir. Je pense qu'en fait, ils l'ont tournée au cas où ils n'auraient pas eu le budget pour faire la scène qu'on a vue juste avant, parce que c'est un petit budget. Et ils ont oublié de couper la scène où ils racontent tout au montage. Enfin, je pense, hein. Sinon ça sert à rien en fait d'avoir 2 fois la même scène. Donc Red est arrêté pour avoir désobéi pendant que Jim part à la recherche d'une fille qui a disparu. Non c'est vrai mec, t'as rien de mieux à foutre. Hein. Et pourquoi t'as un flingue à la main pour retrouver une gamine disparue dans une maison pleine de cadavres? Et pourquoi la maison est en feu? Et pourquoi tout le monde est mort dedans sauf la gamine? Et pourquoi cette maison là? Et qui est le scénariste? Trop de questions là. Bref, il la retrouve, cette séquence n'aura servi absolument à rien à part rallonger un peu le film. Et je pense pas qu'il en avait besoin, hein. Ça suffisait là. Ensuite, on a 10 minutes de dialogue inutile, censé faire avancer l'histoire et approfondir les personnages, mais c'est inutile, forcément, vu que les personnages sont inintéressants et mal écrits. Bon, il y a quand même une séquence qui a attiré mon attention, et j'aimerais qu'on me l'explique. Red et Tracy dansent, et c'est entrecoupé de plans de destruction. Donc si quelqu'un a une explication freudienne, ou je sais pas, pour me dire ce qui s'est passé, pourquoi on a fait ça, ou alors c'est juste la drogue que prend le monteur, mais n'hésitez pas à m'expliquer. On a ensuite un Robert Patrick Locost, à lunettes, qui dirige l'opération d'un sous-marin qui part explorer les profondeurs. Il risque d'avoir pas mal de soucis, puisqu'il utilise le même radar qu'au début, centré sur la mer Rouge toujours. Bref, ça part en couille, le sous-marin est balancé sur un porte-avions. Il a coulé mon porte-avions. La bestiole à la démarche ridicule débarque en ville, et on se rend compte que celui qui était mort n'était qu'un bébé. Ouais, comme dans Shark Attack 3, Mégalodon, La Bête, et un paquet d'autres films de monstres comme ça. Quoi? Il y aurait donc un autre monstre? Moi qui pensais que le film ne durait que 30 minutes. La bête attaque, tout le monde panique, sauf le mec qui garde la cellule de 50 mètres carrés de Red, donc qui est emprisonné, je le rappelle, parce qu'il a désobéi à l'Indien au début. Et donc le mec qui garde la porte est pas inquiet du tout, hein, c'est-à-dire que tout trempe partout, il y a des bruits de monstres dans tous les sens, ça tire partout. Lui il reste zen, hein. Le sang-froid à l'état pur. C'est tellement la panique avec l'attaque du monstre qu'il y a même un soldat qui ne se rend pas compte que son flingue ne tire pas vraiment. Il fait comme si ça tirait mais il n'y a rien qui part. Hein. Les potes de Red ne trouvent pas comment le sortir de sa cellule. C'est vrai que la porte a l'air super solide. Du coup ils se barrent et ils décident de revenir, mais au lieu de prendre une arme à feu, ils sont quand même dans une base militaire je le rappelle, ils cherchent, devinez quoi? Un marteau. Et forcément après ils galèrent à ouvrir la porte. Pendant ce temps-là le monstre continue de défoncer tout le monde et au lieu de sortir les robots géants pour le buter, on décide de bombarder la base. Ce qui est tout à fait normal, ce que n'importe qui ferait.
Bon, je passe sur la crédibilité des deux pilotes du B-52 qui doivent larguer les bombes. Avec leurs uniformes et leurs casques plus vrais que nature, ils larguent donc un paquet de bombes. Nouvelle salve de youhou! Et le monstre repart dans l'eau en rampant. Fin! Allez, je m'en vais. Ah ouais, je sais, il reste encore une demi-heure. Putain. Bon bah scène suivante, nos héros se retrouvent dans un bar, sans qu'on sache pourquoi, et ces crétins pensent, comme moi, que c'est fini. Nouvelle séquence de dialogue pour approfondir inutilement les personnages, amourette entre Jim et Tracy, qui a mis beaucoup de fond de teint quand même là, non? Du coup, le monstre est encore là, mais encore plus fort, il va attaquer New York, on ressort les robots, mais en phase 2 avec des nouvelles options, qui relient directement le système nerveux du pilote au robot. Du coup, les pilotes vont ressentir ce que le robot ressent. Option géniale pour les battre contre un monstre qui risque de les tuer. Ils sont vraiment cons, putain. Donc les robots s'envolent à la recherche du monstre qui est parti à New York pour le combat final, pendant que le Borgne à la voix bizarre va absolument atomiser Manhattan. Le mec, on sait pas pourquoi, en fait, à chaque fois qu'on le voit dans une scène, il parle de lâcher une bombe atomique sur le monstre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est le personnage, il est obsédé par ça. Heureusement, pour leur combat final, nos robots seront épaulés par des soldats aux armes pas chargées et des soldats au camouflage complet qui cherchent où peut bien se cacher un monstre de 200 mètres de haut. Là, je suis pas sûr que le maquillage était indispensable pour le mec pour aller chercher le monstre. Donc là, normalement dans le scénario, le monstre débarque à New York. Ça a changé un peu New York là, non? Par exemple, ça là, c'est l'ancienne mairie de Pensacola en Floride. Oui, la Floride c'est là, New York c'est là. Ouais, je pense que le réalisateur s'en fout de la géographie en fait, hein. Ou il est nul, simplement. C'est-à-dire que quand tu veux tourner une scène sans se passer à New York, mais que t'es pas à New York, tu prends des trucs qui peuvent ressembler un peu à New York. Et pas des bâtiments identifiables clairement comme étant pas à New York. Donc c'est parti pour le combat final à coups de laser. L'amiral indien demande si la ville a été évacuée, et le Borgne lui répond que les ponts sont saturés, donc que les gens n'arrivent pas à évacuer. Donc plan suivant, on voit un pont qui est soi-disant saturé. Moi ça m'a l'air assez fluide, donc ils ont rajouté des klaxons dessus pour faire croire que c'est embouteillé, et ils ont un peu oublié d'effacer les voitures qui reviennent vers la ville. C'est-à-dire que je pense qu'en général quand on évacue une ville, on empêche les voitures de revenir dedans, a priori. Puis on a des plans sur des gens paniqués qui expliquent que la créature tue tout le monde et qu'il faut évacuer. Pendant qu'en arrière-plan, là, les gens s'en foutent royalement. Hein. On revient à un autre combat entre le monstre et les robots qui part clairement du côté Real Steel avec Hugh Jackman. Là, un plan que je sais même pas ce qu'il fait là avec l'assistante de la créatrice des robots qui pète un câble et qui rit nerveusement. Et ensuite, nos robots ont des super armes, un marteau, une hache et une épée qu'ils sortent de je sais pas où. Là, ça ressemble plus à rien le scénario. Non mais sérieux, c'est un gamin de 8 ans qui a écrit le scénario ? On a une série de gros plans qui ne servent absolument à rien, puis le Borgne décide d'envoyer des bombes atomiques, alors que les robots mettent une branlée au monstre. Non, il n'y a aucune logique. C'est-à-dire que là, les mecs, ils sont en train de gagner, mais ils veulent quand même atomiser New York. Au cas où. Donc Red décide d'arrêter la bombe atomique pendant que ses potes tapent le monstre. Du coup, le Borgne pète un câble et veut tuer tout le monde pour sauver des gens. Non, cherchez pas, le mec est juste obsédé par le fait de vouloir atomiser tout le monde, donc il n'y a aucune logique. Et là, Red emmène le monstre et la bombe atomique dans l'espace. Et au lieu de juste lâcher le monstre dans l'espace, où je pense que ça le ferait mourir quand même, parce qu'en général, quand tu mets un truc comme ça dans l'espace, il meurt. Il fait en plus exploser la bombe atomique dans le ventre du monstre, avant de se cracher depuis l'espace. Ça fait quand même quelques dizaines de milliers de mètres. Le mec se crache sans parachute, sans rien du tout. Et il sort de la carcasse du robot, sans une égratignure, tout va bien. Tout est normal. Ok, donc là pour la fin, les scénaristes se sont dit clairement, plus rien à foutre de la logique, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, c'est la fête quoi. Ok, pourquoi pas. Bon ça m'arrange, hein, ça fait que le film se termine plus vite, hein, on s'en fout de la cohérence, fin, et voilà. Moi j'aime bien. Atlantic Rim est donc un film écrit par un gamin de 8 ans qui a bien aimé la bande-annonce de Pacific Rim, qui a aussi trop vu d'épisodes de Power Rangers apparemment. Le film a aussi été monté par un mec complètement drogué, et je mentionnerai même pas l'équipe des effets spéciaux, qui doit être composée entièrement de stagiaires. Et encore de stagiaires, genre stage de 3ème pour découvrir l'entreprise. Allez, j'ai quand même trouvé un point positif à ce film, c'est qu'il est vachement paritaire. Bah ouais, il y a autant de femmes que d'hommes quasiment, et pour un film d'action, c'est quand même super rare. Et je pense qu'il faut le souligner. Et non, ce n'est pas du tout juste pour mettre des boobs et faire vendre le film. Rien à voir.